Peut-être simplement prendre conscience des pensées qui sont présentes à cet instant. Dans notre culture, dans notre civilisation, à l'heure actuelle, nous passons beaucoup de temps à penser. Nous sommes dans nos pensées. C'est le résultat de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'années d'évolution. Au tout départ, pour survivre, nous avions à répondre à nos besoins corporels. Manger, boire, dormir, nous reproduire. Toutes ces activités ont permis la survie de notre espèce. C'est essentiel. Au fil du temps, et plus particulièrement ces dernières années, pour la majorité des gens sur cette planète, un certain nombre de ces problèmes sont résolus. Nous pouvons manger à volonté, ou presque. Nous pouvons nous reposer, dormir en sécurité. Nous avons de l'eau. Nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut pour couvrir nos besoins primaires. Nous avons également des machines. Et ces machines nous permettent de faire le moins d'efforts possible. Des machines pour nous réchauffer, produire de la chaleur, des machines pour nous déplacer, des machines pour travailler à notre place, des machines pour laver, des ordinateurs pour mettre de l'ordre dans nos pensées également, des intelligences artificielles qui nous permettent même d'aller économiser notre cerveau. À l'heure actuelle, nous avons du temps pour faire autre chose que survivre. Nous sommes donc dans une relative sécurité, et cette sécurité de la survie, de la vie, nous laisse du temps pour l'oisiveté, pour être dans nos pensées. Nous en venons même à nous plaindre. Nous pensons tout le temps. Les pensées nous envahissent. Et nous avons rarement l'occasion de ressentir, de vivre autre chose que le mental, la pensée. Nous pensons notre existence plus que nous la vivions. Je vous propose simplement de prendre conscience des pensées qui sont là. Peut-être êtes-vous tout à fait d'accord avec ce que je viens de raconter et vos pensées viennent valider. Trouvez des exemples. Peut-être êtes-vous en désaccord. Et au contraire, vous allez trouver des contre-exemples. Venir rectifier ce qui a été proposé, ce que j'ai proposé durant ces 4 premières minutes. Peu importe. Prenez simplement conscience de vos pensées. Les mots, les phrases qui sont présentes. Peut-être les mots sont-ils entiers. Peut-être les phrases sont-elles entières. Peut-être cela est plus rapide. Tellement rapide que les mots peinent à se formuler.
Ils surgissent et ils disparaissent tout aussitôt. Peut-être également vous pouvez penser, cela vous arrive sûrement parfois, avec des images, comme lorsqu'on commence à rêver, quand vous êtes plongé dans vos souvenirs ou dans vos projections concernant l'avenir. Je suis en train de faire mon potager en ce moment, d'aménager le jardin. Et quand je plante des choses dans ma tête, il y a déjà le résultat. Je peux voir le rosier fleuri. Je peux voir l'arbre en fleurs ou les fruits qui sont déjà là. Je peux penser avec des images. Nous pouvons aussi penser avec de la musique. Oh, lorsque nous avons une chanson en tête, quelque chose qui tourne en boucle, nous râlons souvent, impossible de nous en débarrasser. Sûrement ça vous est déjà arrivé. Lorsqu'on est musicien, on peut se plonger dans la musique, on peut penser la musique, la reproduire mentalement dans notre tête. Prenez conscience de la forme de vos pensées, des mots, des phrases, des images, de la musique. Mais bien sûr, il peut y avoir d'autres formes encore. Vous pouvez penser avec le mouvement. Si vous êtes sportif, si vous faites des danses, des chorégraphies, vous pouvez penser avec tous vos sens, avec tout votre corps. Mais souvent, ces pensées sont tout de même dans notre tête, même lorsque nous pensons les chorégraphies, même lorsqu'il s'agit de mettre nos corps en mouvement, nous imaginons, nous avons les images de ces mouvements dans notre tête. Vous pouvez observer le rythme de vos pensées. Ça peut être lent. Comme si la pensée avait du mal à se formuler, à surgir. C'est souvent le cas lorsque nous pensons quelque chose de nouveau, lorsque nous avons du mal à formuler quelque chose. Ça peut être rapide, souvent lorsque ce sont des pensées que nous avons déjà eues, des pensées que nous connaissons par cœur, que nous nous récitons en boucle. C'est également le cas lorsque nous sommes pressés, stressés, lorsque nous avons mille et une pensées qui nous traversent dans la tête. Parfois même, elles nous font tourner en bourrique. Nous commençons quelque chose, et puis une pensée surgit. Nous arrêtons ce que nous sommes en train de faire pour aller faire autre chose. Et puis à nouveau, une autre pensée surgit. Et nous entreprenons une troisième activité. Et nous réalisons que nous avons encore oublié quelque chose. C'est un peu le surmenage, la charge mentale. Il y en a de tous les côtés. Vous pouvez aussi observer si ce rythme est régulier pour vous. Peut-être c'est régulièrement lent. Peut-être c'est régulièrement rapide. Peut-être que c'est régulièrement en surmenage. Peu importe. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ce qu'il y a là, de votre façon de penser. Celle qui est présente à cet instant, bien sûr, mais aussi votre façon de penser habituelle. Vous pouvez aussi observer comment vos pensées s'enchaînent les unes avec les autres.
Vous pouvez avoir un raisonnement logique, structuré, argumenté, la façon dont vous pouvez vous expliquer à vous-même de façon rationnelle quelque chose. Essayez de vous convaincre vous-même que c'est la meilleure chose à faire, que ce que vous avez fait est une bonne chose, que ce que vous allez faire sera une bonne chose. Une façon de se convaincre soi-même parfois. L'enchaînement peut être beaucoup plus aléatoire. Vous pouvez passer d'une pensée à l'autre, du coq à l'âne. Vos pensées peuvent vous entraîner dans 1001 directions qui n'ont rien à voir. C'est souvent le cas, effectivement, lorsqu'elles sont très rapides, lorsque nous sommes un peu en mode surmenage. Il y en a trop, ça vient nous encombrer. On ne s'en sort plus. Ça peut être très intuitif. D'un seul coup, vous avez une réponse à une question, à un problème, sans y avoir réellement réfléchi. Comme si ça surgissait de nulle part. Comme si cette réponse sommeillait à l'intérieur de vous et qu'elle venait se réveiller à l'instant. Ça peut être aussi associatif, comme on peut le faire des fois lors d'un rêve éveillé. Nous pensons à quelque chose qui nous fait penser à autre chose, et puis encore à autre chose. Par exemple, la fleur nous fait penser au papillon, le papillon nous fait penser aux transformations, les transformations nous font penser à la magie nous fait penser à la lumière. Nous pouvons, de manière associative, avoir des enchaînements de pensées dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on appellerait, ce qu'on appelle communément la pensée du cerveau droit. Une pensée en arborescence, où on associe des choses les unes avec les autres. Mais c'est tout à fait possible de le faire autrement. Vous pouvez observer la temporalité de votre pensée. Peut-être vos pensées sont tournées vers le passé. Retrouver des choses qui ont déjà été vécues, des expériences, des conversations, des lectures, des événements. Ça peut être tourné vers l'avenir, des choses que vous projetez pour plus tard. Peut-être ce que je vous raconte vient vous apporter une idée, un truc à dire. Ah, vous allez en parler à un tel ou à un tel, c'est possible. Tiens, c'est exactement ce que je faisais hier, tiens, ce sera ce que je vais faire demain. Lorsque nos pensées sont présentes, la plupart du temps, nous sommes dans une temporalité autre que l'instant présent. Penser le présent, c'est très compliqué. À peine a-t-on pensé ce qui est là, dans cet instant, que l'instant a disparu, que la pensée devient obsolète. Difficile de ressentir l'instant, le présent, et de penser en même temps. Nos pensées peuvent être aussi sous la forme de conversation à l'intérieur. Parfois, elles peuvent être cohérentes, harmonisées les unes avec les autres.
comme si finalement là-haut tout pouvait vivre en paix, en harmonie. Parfois, au contraire, c'est la guerre. Les pensées s'opposent les unes aux autres. Nous rêvons d'un repos bien mérité, de vacances, et puis il y a une voix qui vient nous dire qu'il faut, que nous devons faire des efforts, que nous n'aurions pas dû. Il y a souvent une pensée qui vient nous faire la morale à l'intérieur. Il peut y en avoir d'autres encore. Pour certaines personnes, c'est clair. Pour d'autres, c'est plus confus. Observez ce qu'il en est pour vous. Une voix, deux voix, une multitude de voix dans votre tête. Peut-être toujours les mêmes voix qui reviennent. Peut-être des voix qui s'invitent de froid, de façon un peu bizarre. Dans vos pensées, il y a aussi vos préoccupations. Peut-être ces préoccupations, vos pensées sont tournées vers vous-même. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai bien fait? Je ferai mieux d'eux. Et nous pensons sans cesse à nous-mêmes comme quelque chose qui nous est extérieur. Mais nos pensées tournent toujours, peut-être de façon un peu égocentrique, on dirait, autour de nous-mêmes. Ça n'a aucune valeur, aucune importance. Simplement, il s'agit d'en prendre conscience. Pour d'autres, les pensées sont tournées vers les autres. Le plus souvent vers ceux que l'on aime ou vers ceux que l'on craint. Vous pouvez penser à vos enfants, à vos parents, à votre famille, à vos amis. Souvent, il y a une émotion qui va avec. Ça fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi y penser avec colère. C'est tout à fait possible. Après tout, ils sont bien énervants un petit peu de ces gens-là de temps en temps. Ou même très souvent. Ou tout le temps. Vous pouvez aussi penser avec de la peur concernant l'avenir. Une éco-anxiété ou une peur qui soit liée à l'actualité, à la guerre, à d'autres choses encore, à tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. La maladie, les problèmes. Observez simplement vers quoi sont tournées régulièrement vos pensées. Peut-être vers vous-même, peut-être vers les autres. Peut-être aussi elles sont envahies par votre travail. Parce que pour beaucoup d'entre nous, désormais, notre travail, c'est de penser. Les machines nous ont remplacés pour un tas d'autres choses. Et lorsque les machines sont absentes, finalement, nous pensons aussi à nous organiser, à comment nous allons faire cela. Vous pouvez observer que ces pensées sont également teintées d'émotions. Même lorsqu'il s'agit de quelque chose de très rationnel, il y a une ambiance dans laquelle les choses sont dites. Et ça peut être une ambiance très rationnelle, très froide, mais c'est tout de même une ambiance, c'est tout de même une émotion. Nous avons beau essayer d'être le plus neutre possible, il y a toujours un fond émotionnel. Ça fait partie du fonctionnement humain. Ça fait partie de notre mode de pensée. Et c'est important, ce fond émotionnel, parce que ça va créer une éthique. Lorsque ce fond émotionnel est complètement absent, on va avoir le sentiment que
la pensée est comme une machine, qu'elle ne tient absolument pas compte du contexte humain, de la situation des autres. Nous prenons donc des décisions dans ce cadre-là, lorsqu'il y a le moins d'émotions possibles, des décisions qui seront humainement difficiles à vivre, sûrement pour les autres, ou pour nous-mêmes d'ailleurs. Le fond émotionnel, il est très lié à l'éthique, à la morale, derrière. Si nous nous coupons de ce fond émotionnel, nous nous coupons de la morale, nous nous coupons de notre éthique personnelle. Alors bien sûr, on nous a dit souvent que pour être rationnel, c'était important d'enlever le maximum d'émotions. Et c'est vrai. Pour construire des camps de concentration, il faut être très rationnel. Pour construire une économie qui va fonctionner uniquement sur le profit au détriment des travailleurs ou des consommateurs, il faut être aussi très rationnel. L'idée derrière, c'est de vraiment comprendre que cette part émotionnelle, elle est importante. Si elle est trop présente, bien sûr, c'est gênant. Nos propres émotions vont également venir nous guider. Nous sommes capables de rationaliser à partir de nos propres émotions. Après tout, si je fais le mal par rapport à cette situation, si je vais tuer l'autre, je peux rationaliser cela avec ma pensée. C'est facile, il suffit de déshumaniser la personne en face, de lui retirer son humanité. Et dès lors, nous pouvons agir sans culpabilité. Vous pouvez observer cela parfois dans votre mental, votre façon de penser qui peut être très froide, très rationnelle, dans un but de profit uniquement. Votre façon de penser qui peut être emportée par l'émotionnel, par la colère, et qui vous fait prendre aussi des décisions absurdes, parfois de violence, mais ça peut être aussi une décision absurde de donner, d'être trop généreux, de faire pour l'autre quelque chose finalement qui va plus être problématique qu'autre chose pour vous ou pour l'autre. Il y a des émotions autour de nos pensées. D'ailleurs, dans chaque mot, il y a une émotion. Bien sûr, nous avons l'impression que c'est neutre, mais vous pouvez prendre le mot, par exemple, chat, ou l'image d'un petit chat. Lorsque nous avons cette image-là, c'est celle qui est utilisée le plus souvent sur Internet, il y a une émotion. Nous aimons ou nous n'aimons pas les chats. À l'heure actuelle, il est de bon ton d'aimer les chats. Mais ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr. Donc lorsqu'on va dire le chat, il y aura plutôt une émotion positive, agréable. Mais peut-être vous préférez le chien ou quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui va créer une émotion positive. Oh, un autre mot pour lequel on a une émotion positive, l'amour. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est évident, qui n'aime pas l'amour? Oui, mais là, il s'agit juste d'un mot, d'un symbole. Et derrière le mot, il y a toute l'émotion qui est rattachée au symbole.
D'autres mots que nous pouvons détester, les araignées, les serpents, la mort. Ceux-là aussi vont créer des émotions à l'intérieur. Lorsqu'il y a trop d'émotions, lorsque les mots sont trop chargés émotionnellement, c'est difficile de penser. Nous sommes envahis par les émotions et nous avons du mal à rationaliser. Lorsqu'il y a trop peu d'émotions, nous rationalisons trop. Et du coup, nous trouvons des solutions absurdes pour lesquelles finalement l'humanité n'est qu'un détail. Ces émotions vont aussi créer une ambiance dans laquelle nous pensons. Vos pensées peuvent être plutôt joyeuses, optimistes, agréables. Vos pensées peuvent être plutôt tristes, pessimistes, angoissées. Lorsque nos pensées sont tout le temps négatives, tout le temps angoissées, c'est plutôt une forme de dépression, surtout lorsque ça dure des semaines, des mois, lorsque nous sommes enfermés dans ce processus. Prenez simplement conscience de vos pensées, de toute l'importance qu'elles ont dans votre vie, la façon dont vous pouvez les regarder, la façon dont vous pouvez en prendre conscience. Ces pensées, ce sont également les graines de votre discours. Ce que vous avez pensé, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'exprimer, de façon spontanée, de façon réactive par rapport à la situation. Aussi, ces fois, c'est important d'observer, d'avoir conscience de ce que nous pensons. Il y a des pensées que nous avons peut-être lieu de rejeter. Il y a des pensées que nous avons peut-être lieu de chérir, d'entretenir. Vos pensées, ça peut être comme un jardin, quelque chose que vous allez entretenir. Oh, bien sûr, dans un jardin, il y a toujours de mauvaises herbes, et elles sont importantes. Inutile de vouloir faire quelque chose de parfait. Mais inutile aussi d'entretenir quelque chose de trop négatif, de ne faire pousser que de mauvaises herbes. À la naissance, au tout départ, nous n'avons pas de pensée. Nous ignorons tout du langage. Nos yeux sont à peine capables de voir. Nos oreilles incapables de discriminer un son d'un autre. Nous voyons dans la globalité, nous entendons dans la globalité, nous ressentons dans la globalité. Tout se mélange, impossible de distinguer les choses les unes des autres. Lorsque nous naissons, nous sommes incapables de penser. Pour penser, c'est nécessaire de distinguer. La seule chose que nous sommes capables de reconnaître à ce moment-là, c'est notre maman. Sûrement parce qu'elle a une odeur, un goût que nous avons déjà aperçu dans le liquide amniotique. Sûrement parce qu'à ce moment-là, nous pouvons reconnaître quelque chose que nous avons déjà rencontré. La pensée, c'est avant tout une histoire de connaissance, de reconnaissance. Mais au tout départ,
Lorsque nous pensons uniquement avec des ressentis. Nous reconnaissons des sons, nous reconnaissons des visages, nous reconnaissons des voix, nous reconnaissons des odeurs, nous reconnaissons des goûts, nous reconnaissons des contacts, nous reconnaissons des ambiances. Tout cela va créer une forme de pensée, une forme de pensée très primitive, et une forme de pensée tout de même. Nous sommes incapables de nous distinguer de ces ressentis, de ces pensées ressenties. Nous sommes incapables de nous en distinguer avant le stade du miroir. Ça demande pas mal de temps. Quelques mois, une année, un peu plus parfois. Lorsque nous pensons des ressentis, essayez de penser à un ressenti aussi fort que maman pour un bébé qui vient de naître. Maman, c'est tout l'univers, ou du moins c'est tout l'univers avant la naissance. C'est ce que nous allons rechercher en premier. Et même peut-être pour vous encore, la montée d'émotion est extrêmement importante avec ce mot maman. Lorsque nous pensons avec des ressentis, le cerveau utilise beaucoup d'énergie. Parce que nous activons toutes les zones du cerveau. L'odeur, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe. Un tas d'autres choses encore plus mystérieuses, émotionnelles. Et le cerveau est un gros consommateur d'énergie. Même lorsque nous l'utilisons uniquement pour penser, sans cette charge émotionnelle, sans la charge émotionnelle des ressentis, il consomme environ 30% de ce que nous mangeons. C'est énorme. Alors il y a une façon économique de faire pour éviter de penser avec trop d'émotions. Il y a une façon économique, c'est de remplacer cette charge émotionnelle par un symbole. Nous remplaçons tout l'amour que nous portons à notre mère, toute cette charge émotionnelle, par le mot maman, ou quelque chose qui y ressemble. Dès lors, le cerveau s'active beaucoup moins lorsqu'il s'agit de penser maman. C'est un des premiers mots que nous arriverons à prononcer. Bien sûr, il peut s'agir d'un autre mot. Cela dépend du contexte. Cela dépend de la charge émotionnelle. Cela dépend de l'environnement. Et cela nous permet également d'économiser beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer à grandir, à nous développer. C'est intéressant de voir que dans notre civilisation, nous mangeons. Nous avons à manger quasiment à volonté. Nous pouvons manger, nous pouvons grignoter toute la journée. C'est intéressant de voir que cette nourriture que nous avons à profusion, à disposition, est la plupart du temps très riche en sucre, avec des calories facilement assimilables. Plus nous consommons de sucre, plus le cerveau va pouvoir penser.
parce que cette énergie facilement assimilable, eh bien c'est surtout lui qui va la dépenser. Donc nous avons souvent ces petits creux, parce que nous pensons beaucoup. Moins nous pensons, moins nous avons faim. Plus nous mangeons, plus nous avons tendance à penser. Nous nourrissons notre mental avec ce sucre. Nous nourrissons nos pensées. Et cela vient nous envahir parfois. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de faire un régime sans sucre, sans glucides, en ne consommant que des protéines et des graisses. Si vous suivez ce régime pendant quelques jours, vous allez voir que les calories sont beaucoup moins disponibles pour votre cerveau. Parce que le seul moyen d'avoir des glucides, et ce sont les glucides que le cerveau consomme, c'est de transformer les lipides en glucides. Et le corps, ça lui demande des efforts, ça lui demande du temps pour pouvoir le faire. Aussi, votre façon de penser, votre mental va se transformer. C'est une expérience intéressante. Vous pouvez faire cela quelques jours, peut-être à titre expérimental. C'est ce qu'on appelle le régime cétogène. Vous allez voir, c'est intéressant. Bien sûr, à expérimenter uniquement si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas trop à penser. Ça vient créer un fonctionnement différent du corps. Et effectivement, il peut y avoir des effets secondaires, des migraines, mais surtout, vous allez voir que c'est plus difficile de penser. La pensée va se ralentir. Elle va passer finalement en arrière-plan, parce que le corps aura beaucoup d'autres choses à gérer et il n'y aura plus cette nourriture disponible à profusion pour nourrir le mental. Vous devenez simplement quelqu'un de différent lorsque vous suivez ce régime. Pour certaines personnes, c'est important. Cela va même leur permettre de conserver une bonne santé. Bien sûr, faites cela juste quelques jours. Inutile de le prolonger sans raison et sans avis médical. Ça a des conséquences sur votre pensée et sur tout votre corps, sur toute votre vie. Sur vous-même. Nous nous identifions à nos pensées. Ce sont elles le centre de notre vie. Lorsque nous aimons, nous allons dire à l'autre « Je pense sans cesse à toi ». Lorsque quelque chose nous fait envie, nous y pensons. À l'avenir, les cadeaux de Noël, lorsque nous sommes enfants. Mais peut-être aussi la femme ou l'homme idéal, lorsque nous sommes plus grands. La retraite, les vacances. Nous pensons, nous nous projetons dans nos rêves, dans nos pensées. Oh, ça peut être juste un loisir aussi, hein. Les jeux vidéo, la lecture, la télé, les jeux de rôle. Une multitude de choses. Nous nous identifions à nos pensées dans notre travail, bien sûr. Nous nous mettons à penser avec les mots de notre métier. Nous devenons tel ou tel professionnel parce que nous sommes capables de penser tel
ce professionnel. Nous avons acquis le vocabulaire, nous avons acquis les logiques de pensée, nous avons acquis des connaissances. La plupart du temps, ce sont des connaissances intellectuelles. Bien sûr, si nous sommes passés par l'apprentissage, nous avons également appris avec le corps. Nous avons appris les gestes, à force de les répéter, à force de les refaire. Mais la plupart du temps, nous nous identifions plus à nos pensées qu'à nos gestes à l'heure actuelle. Et nous nous identifions à nos pensées parce que cela consomme moins d'énergie de penser que de ressentir. Nous allons penser notre travail parce que les mots sont des symboles et que ces symboles sont beaucoup plus neutres, raisonnables que la réalité. Parce que penser n'implique qu'une petite part du cerveau, tandis que ressentir implique de réactiver la mémoire de tous les sens, de tout l'émotionnel. Nous allons penser avec des symboles, parce que finalement, c'est facile de penser avec des symboles. En prenant quelque chose de très simple, des mathématiques. Si vous devez faire une simple addition, si nous devons additionner des maisons, 1 plus 1 plus 1, et que pour faire cette addition, nous avons besoin de ressentir la chose. Il faudrait déplacer les maisons, les mettre ensemble, finalement pour nous rendre compte de la valeur de ce 1 plus 1 plus 1. Si nous remplaçons la maison par un chiffre, alors finalement nous avons aussi une réponse symbolique, une réponse qui est 3. Et ce 3, ça demande quand même beaucoup moins d'énergie que de déplacer les maisons pour ressentir le résultat. C'est encore plus vrai lorsque les nombres sont gigantesques. C'est encore plus vrai lorsque finalement ce qui est pensé n'existe pas dans la réalité. On peut penser à un dinosaure, on peut penser à un fantôme sans jamais en avoir rencontré. On peut penser la liberté, on peut penser des choses qui finalement n'ont pas réellement de réalité, impossible à croiser, mais qui sont des symboles forts, qui ont un sens par rapport à un ressenti intérieur, un ressenti émotionnel. Nos pensées, avec des mots, ce sont des symboles. Et ces symboles sont importants. Ça va nous permettre de raisonner. Ça va nous permettre de penser, de verbaliser, plutôt que de réagir. Et parfois, c'est important de penser, de verbaliser, plutôt que de passer à l'acte. Par exemple, quand nous sommes en colère, nous apprenons à nous raisonner plutôt qu'à être violents. Parfois par un passage qui est entre deux, une violence verbale. Lorsque nous sommes capables d'exprimer par des symboles, par des mots, ce que nous ressentons, cela évite le plus souvent
de le démontrer, de le montrer par l'action. Et dans ce cas, le langage est tout à fait utile. C'est important. Il va permettre à ce bébé, à cet enfant d'être sociabilisé. Du coup, il peut se couper petit à petit de ses ressentis, de son envie de tout casser, de sa rage, de sa colère. Et il peut exprimer cela par des symboles. Il peut dire même tout petit à maman « Je t'aime plus, t'es méchante ». Parce que c'est réellement ce qu'il ressent à ce moment-là. Et ce qu'il ressent réellement à ce moment-là, c'est l'envie que sa mère disparaisse. S'il pouvait passer à l'acte, il la ferait disparaître. Un enfant, c'est entier. Quand les émotions sont là, ça prend toute la place. Mais petit à petit, en grandissant, nous apprenons à les remplacer par ces symboles. Et puis nous apprenons à utiliser ces symboles avec plus de sagesse. Nous pouvons dire je ne suis pas d'accord avec toi. Nous pouvons dire tu m'as blessé. Nous pouvons utiliser un tas d'autres façons. Une communication non violente, par exemple, pour communiquer les uns avec les autres. À ce titre, le langage est tout à fait utile. Il nous permet de remplacer nos ressentis, nos réactions à ces ressentis par des symboles, pour répondre aux attentes de ceux que nous aimons. Ça nous distingue de l'animal. Ça nous permet d'intégrer des notions de morale, de bien, de mal. C'est important. C'est important aussi que ces mots continuent d'être rattachés à nos perceptions, à nos ressentis. Et malheureusement, souvent nous nous coupons de nous-mêmes. Notre mental est seul. Il exprime quelque chose de notre ressenti sans que nous prenions conscience de ce ressenti. Lorsque nous faisons de la communication non violente, nous revenons au ressenti. Nous nous recentrons sur nous-mêmes, nos sensations, nos émotions. Nous prenons le temps de prendre conscience de ce qu'il y a là, avant de poser des mots dessus. Sinon, le chemin, parfois, se fait inconsciemment, trop rapidement. Le langage, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. La difficulté que nous rencontrons, c'est lorsque nous sommes uniquement dans le langage, lorsque nous sommes incapables de revenir à nous-mêmes, de revenir au corporel, de revenir au ressenti. Peu à peu, en grandissant, nous remplaçons chaque perception, chaque sensation, chaque ressenti, chaque émotion par un mot qui vient symboliser cette réalité. Qui vient remplacer le réel. Le signifié remplace le signifiant. Et parfois nous perdons le signifiant. Nous perdons l'accès au réel, à notre réel. Peut-être simplement parce que cela permet d'économiser
d'un point de vue physionomique. Et puis aussi par convention. Parce que c'est une convention sociale de penser plutôt que de réagir. Ça permet d'être en paix, d'être en sécurité. Ça permet de communiquer sans passer par la violence. L'idée, parfois, tout simplement, ça serait de revenir à l'émerveillement. Revenir à quelque chose d'avant le langage. Revenir à l'expérience. Au ressenti corporel. Comme si c'était la première fois. Cesser de reconnaître. Cesser d'aller instantanément au symbole pour rester dans l'expérience. Lorsque nous sommes enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Parce qu'effectivement, être dans l'expérience entraîne une réaction, entraîne une montée émotionnelle très forte, directe, instantanée. Et nous sommes incapables de bloquer nos réactions à cette montée émotionnelle. Nous sommes incapables de nous maîtriser. Mais une fois que nous sommes passés par le langage, nous sommes capables, nous avons appris à bloquer ces réactions pour les verbaliser. Malheureusement, nous sommes passés d'un excès à l'autre. Nous verbalisons sans cesse et nous oublions le ressenti. L'idée là, c'est de revenir aux sensations corporelles, revenir au ressenti, à la perception, au réel de notre corps, tout en bloquant, en continuant de bloquer les réactions. En fait, c'est le principe de la méditation zen, entre autres. Un moment où on est juste présent à soi-même, à ce qui nous entoure, mais nous restons dans l'immobilité, dans l'observation, sans nous laisser entraîner à agir. Revenir à l'émerveillement. Nous pouvons également le faire en dehors de la méditation, dans le quotidien. Mais en ayant bien soin d'être conscient de ce qui est là. Avec une certaine distance vis-à-vis de soi-même. Sans nous laisser emporter. Ça demande d'avoir les pieds sur terre, d'être centré. Mais vous pouvez observer ce qu'il en est pour vous, avec des choses très simples. C'est simple. Il suffit de faire une expérience en restant dans la sensation de l'expérience. Même si c'est l'expérience que vous faites tous les jours. Même si c'est l'expérience que vous êtes en train de faire à l'instant. Comment vous pouvez écouter ce que vous êtes en train d'écouter à partir de votre oreille, à partir de votre tympan, de la vibration de votre tympan. C'est là que ça se passe. Corporellement, physiquement. Le mental, après, vient interpréter ces vibrations. Mais en réalité, dans le réel, il n'y a que ces vibrations. La réalité, c'est votre cerveau qui l'a recréé par la suite, à partir de son interprétation de ces vibrations. C'est simple, mais cela implique une grande dépense d'énergie. Une attention pour rester présent.
Notre cerveau préfère se souvenir d'une information déjà enregistrée que d'assimiler sans cesse de nouvelles informations. Nous vivons donc dans un rêve, dans une connaissance de ce qui nous entoure, ou plus exactement une reconnaissance du réel, au lieu de nous connecter à ce réel tel qu'il est, avec toutes les différences qu'il a à chaque fois. Nous passons notre temps à reconnaître, et dès lors nous nous sentons en sécurité. Lorsque nous reconnaissons, nous savons quoi faire, nous savons comment agir, nous savons qui nous sommes, où nous sommes, pourquoi nous sommes là. C'est simple. C'est simple, mais c'est faux. Nous simplifions sans cesse le monde. Or, le monde est complexe. Edgar Morin nous l'a bien expliqué, la complexité. Revenir à la complexité, c'est admettre que, quelle que soit l'expérience, elle est à chaque fois différente de l'expérience précédente. Lorsque nous cessons de reconnaître, nous sommes dans l'inconnu. Tout est neuf. Et nous n'avons plus aucun repère. Du coup, tous nos sens sont en alerte. Mais dès que nous avons une information, nous avons tendance à la ranger à l'intérieur, à la reconnaître, donc à l'assimiler à une catégorie. Nous créons des catégories. Ceci est la sensation que je ressens à chaque fois que je mange une pomme. Pourtant, toutes les pommes ont un goût différent. Peu importe. Nous appelons cela pomme. Et du coup, notre cerveau, au lieu de goûter le goût particulier de cette pomme, va simplement raviver le souvenir des pommes passées. D'ailleurs, dans notre société, nous aimons bien cette uniformité. Nous essayons de faire en sorte que toutes les pommes aient le même goût. Nous produisons de façon industrielle des pommes, des objets. C'est bien, c'est facile, il suffit de reconnaître. Dans la nature, c'est bien différent. Un escargot, ça peut avoir une multitude de formes, une multitude de tailles, une multitude de couleurs. Ça n'en reste pas moins un escargot. Qu'est-ce qui nous permet de le reconnaître? Nous sommes obligés de le regarder, de voir son déplacement, sa façon de faire. Est-ce un vrai escargot? Mais escargot, c'est à nouveau une catégorie. Ce qui est là, peu importe à quelle catégorie cela appartient. S'émerveiller, c'est faire l'expérience de ce qui est là. Peu importe de ce que c'est, de quoi il s'agit. Simplement ce qui est là. Nous préférons tout de même ranger l'escargot dans la catégorie escargot. C'est bien plus simple. Nous préférons nous référer à cette catégorie par la suite, sans plus nous confronter à la réalité, au réel de l'escargot. Revenir à l'émerveillement, c'est revenir à cette première expérience de l'enfant. Observer avec des yeux d'enfant, sans savoir, sans comprendre, sans penser. Juste être là, subjugué par l'expérience. Une façon de ressentir avec tous ses sens, avec tout son corps. Revenir à l'émerveillement, c'est retrouver une espèce de tension, une tension de départ, et s'y tenir à cette tension. Une tension dans laquelle tous les sens sont
en alerte. C'est rester attentif, sans jamais reconnaître ce qui est là, sans connaître quoi que ce soit. Revenir simplement à l'expérimentation, à la corporalité, au réel, à l'instant. S'émerveiller, c'est se risquer à vivre physiquement. Abandonner le mental, lâcher les pensées. En remplaçant la réalité par la pensée symbolique, nous avons assuré la survie de l'espèce, malgré le manque de nourriture. Désormais, nous avons de la nourriture à profusion. Mais nous avons choisi de conserver le même fonctionnement économe. Nous avons choisi de remplacer le réel par une réalité que nous recomposons dans notre tête, par des connaissances, par des reconnaissances. Plus nous avons d'expérience, plus nous avons de connaissances, plus nous avons expérimenté, plus nous vieillissons, plus nous remplaçons ce réel par le langage, par des pensées, par des symboles, par des catégories. Et notre cerveau en devient de moins en moins malléable. Mais en revenant à l'émerveillement, en revenant au réel, nous pouvons réactiver quelque chose de l'enfant à l'intérieur de nous, rajeunir en quelque sorte, revenir au territoire et lâcher la carte. Ne faites rien. Revenez simplement, peut-être les yeux fermés, c'est plus simple. Dans les sensations corporelles. Il y a des sensations corporelles qui sont difficiles à penser. Ce sont les odeurs. Notre vocabulaire est très pauvre. On nous a rarement appris à remplacer l'expérience du réel par un symbole quand il s'agit des odeurs. Même si nous sommes capables de reconnaître un certain nombre de parfums. Ne faites rien, prenez juste le temps de ressentir, de revenir à cette expérience des odeurs présentes autour de vous. Bien sûr, vous pouvez vous déplacer. Laissez-vous surprendre. A priori, nous avons cette sensation que la majorité des objets n'ont aucune odeur. En êtes-vous certain? Si je prends ce papier, a-t-il une odeur? En fait, souvent je réalise que oui, il y a une odeur qui est présente là. Ce morceau de tissu, cet objet, est-ce qu'il y a une odeur? Revenir à l'expérience par l'odeur, c'est ce qui est le plus simple. Vous pouvez vous émerveiller, vous effrayer peut-être aussi de toutes les odeurs qui sont présentes. Redevenir vivant. Être là, expérimenter. Les odeurs, c'est difficile à enregistrer, c'est impossible à penser. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres sens. Le toucher. Prenez le temps de toucher
de laisser votre main glisser avec délicatesse, de caresser ce qui vous entoure. Peut-être à nouveau les yeux fermés. De rester dans la sensation, dans la vibration de ce contact. Émerveillez-vous de ce qui est là. Revenez simplement à la vie, à l'instant présent, à vous-même.